Dès les premières images, bizarre prélude à un non moins surprenant prologue, comme la géographie de Lodos nous paraît déroutante. Quoi ? Lodos serait, nous dit-on, une île, comprenant de nombreux territoires, populations, péripéties, et voilà que la longue ascension du générique finit par nous amener sans qu'on rencontre la moindre gouttelette d'eau à un piton rocheux où ne se trouverait pas la place d'un combat de coqs. Ces hautes sphères nébuleuses rappellent les représentations imaginaires de l'univers au temps où l'on croyait que la Terre était plate et que tout n'était que mystère et prodige au-delà de l'horizon visible. Cependant, les chroniqueurs et docteurs d'alors, méditant longuement sur les quatre coins de l'horizon que leurs yeux pouvaient voir, au lieu d'un pessimisme fataliste et fumeux, s'efforçaient d'expliquer le monde. Ainsi pour eux, ce dragon, combattu par le jeune et beau Michel, archange de son métier, n'est pas n'importe quel griffon de baraque foraine, mais bel et bien, les textes l'assurent, un avatar de la fée Mélusine, responsable de maintes mésaventures très concrètes qui survenaient dans la forêt celtique. Une île, pour nos anciens, même schématique, comme celle où Saint Jean écrit l'Apocalypse, c'est avec évidence une terre entourée d'eau, comme en ont décidé les géographes. Toutes ces mains, tenant calame, plume ou pinceau, de la bête de Saint Jean à la maternité de Saint Luc, s'emploient en fait du sacré au profane à décrypter l'univers. Leurs récits, miraculeux ou non, tiraient leur vraisemblance même et leur sève d'une observation minutieuse de la nature et des façons de ces temps-là, souci qui nous enchante encore. Les peintres d'alors se délectaient de détails précis, de ceux qui, comme on dit, ne s'inventent pas, et la moindre de leurs masures a comme une odeur de philosophie. Inépuisable source d'inspiration pour nos contemporains en quête d'univers imaginaires, les miniatures du Moyen-Âge nous révèlent un monde d'une richesse intarissable. Comment alors rivaliser avec ces modèles, les imagiers médiévaux, qui sont bel et bien des fous d'architecture et d'urbanisme ? Barbacane, Échauguette, Fleuron, Mâchicoulis, une encyclopédie, pour l'amour de la pierre et le plaisir des yeux, et les rues grouillent de tout un monde divers, dont s'entend encore la rumeur. Ainsi, les imagiers médiévaux, Saint-Luc du quotidien, furent-ils des chroniqueurs attentifs, attendris, et les formes de vie qu'ils nous ont laissées hantent encore après tant de siècles notre mémoire, nos sentiments et nos songes. Plus près et plus loin de nous à la fois, c'est quelque chose de ce charme que les orientalistes sont allés chercher sur les traces de Scheherazade, pour ne rapporter, le plus souvent, que du bazar. Pourtant, inutile de brouiller les cartes et les époques pour fabriquer du légendaire. Ainsi, David Roberts, reporter minutieux de 1839 avec son crayon discret et un souci de vérité, est en Palestine un monsieur Jourdain qui fait de l'épopée sans le savoir. Ailleurs, comme des Babylones ressuscitées, se dressent forteresses et sanctuaires des empires démantelés. Ères désolées, de prédateurs ou de mystiques des quatre coins du monde, épaves de pierres amoncelées dans nos livres d'images, pour constituer une sorte de mémoire hybride, échafaudage d'angoisses vagues, tout couvert d'écailles minérales. Le langage de la pierre est tout différent à l'acropole d'Athènes,
modèle largement pillé par les décorateurs d'univers imaginaires qui, du médiéval fantastique, ne gardent que leur fantaisie et nous renvoient un bon millénaire en arrière, fort à l'écart du cadre général des actions qu'ils dépeignent. Passe encore. Malheureusement, l'état de grâce que procure aux touristes avertis le noble cortège des marbres méditerranéens leur échappe trop souvent. Diable, voilà bien des considérations d'architecte tatillon. Le jeu de rôle Donjons et Dragons, puis les chroniques de Lodos qui en découlent, étaient destinés initialement aux teenagers américains pour l'un, nippons pour l'autre. Et puisqu'il s'agit avant tout d'héroïque fantasy, comme ils disent, pourquoi s'embarrasserait-il de vérités historiques du vieux continent européen ? Leur terrain de jeu n'appartient qu'à eux, il est totalement vierge. Prenons donc ces décors médiévistes comme on feuilleterait des images d'Épinal. Ce n'est pas d'abord l'histoire, ni même la logique que l'on recherche ici, mais la sensation. Et donc, le sensationnel. Sans cesse, comme dans le train fantôme, on passe et repasse dans le bric-à-brac de la psychanalyse des rêves, des lieux enfouis et sombres. Allons-nous, tout au long de ces blocs étranges, rencontrer les esprits des druides, des chamans du fond des âges, entendre gémir les Atrides, la sibylle de Cume glapir dans son antre au pied du Vésuve. Ou bien, dans le catalogue des aventures en géomancie, le guide sera-t-il Jules Verne? Aurez-vous peur? Mais non, c'est cache-cache dans le noir. Au fond, c'est toute la Lodossie qui pourrait s'appeler le pays cache-cache. Pourtant, les nombreux amateurs de dessins animés japonais peuvent aussi regretter ici l'absence de sa tradition graphique si, à leur tour, ils ont du Japon des images toutes faites. Certes, ne demandons pas à un artiste de jouer éternellement du kimono, mais on peut penser avec Cocteau qu'il chanterait mieux dans son arbre généalogique. Et à ce propos, justement, on se trompait en reprochant aux décorateurs d'avoir négligé leurs sources. L'examen des dessins préparatoires démontre au contraire qu'ils se sont souvent beaucoup documentés, mais qu'ensuite, ils n'ont pas toujours su se servir de leurs esquisses pour y intégrer l'action et les protagonistes, comme si les imagiers nippons, avec une patience de ciseleurs d'ivoire, avaient dépensé toute leur énergie à copier et n'en avaient plus de reste pour être eux-mêmes, et éviter ainsi de nous servir de la bimblotterie. Mais prenons les théories pour ce qu'elles valent. Du japonisme en voici. Et que diriez-vous si ce pinceau-là nous avait emmenés en Lodossie? Il s'agit pourtant d'un copiste occasionnel au moins. Pour sûr, il est impossible de mettre sur le même plan un passe-temps de société et la passion de cet homme-là, le Saint-Luc de l'art moderne. Mais la toile de Van Gogh nous dissuade au moins de moquer trop sévèrement le mélange saugrenu dans le générique des idéogrammes du soleil levant et des nanas modern style pour savonnette anglaise. Ce modern style 1900, ne devait-il pas beaucoup, lui aussi, aux estampes japonaises? Transgresser les catégories, voilà le rôle des fées. Puisqu'on nous présente ces univers comme légendaires, acceptons-en les incohérences comme une loi du genre. Depuis la nuit des temps, mythologie et récits légendaires ont flirté à travers continents et cultures et continueront de le faire par une sorte de nécessité biologique. Ces contes de nourrices, ainsi les nommait déjà Platon pour en faire son beurre bien avant La Fontaine. Si la mère Grand qui les racontait au soir, à la chandelle, assise au coin du feu, dévidanté et filant, tout comme Ronsard ignorait le web et notre contestable franglais, le melting pot n'en existait pas moins. On l'appelait Babel.
Voilà tout. Tout dépend du cuisinier, capable ou non de nous faire avaler des couleuvres. Goûtez-vous le tour de main de cet expert en Macédoine de siècles et de légendes. Monument constellé, vous dont l'intérieur n'offre au regard troublé qu'un amas tournoyant de marches et de rampes, froids caveaux, corridors, où rayonnent les lampes. Poutre où l'araignée a tendu ses longs fils, blocs ébauchant partout de sinistres profils, toits de granit troués comme une frêle toile, par où l'œil voit briller quelques profondes étoiles, et des chaos de murs de chambres de paliers, où s'écroule au hasard un gouffre d'escalier. Crypte qui remplissait d'horreurs religieuses votre voûte sans fin morne et prodigieuse, caverne où l'esprit n'ose aller trop avant, devant vos profondeurs j'ai pâli bien souvent comme sur un abîme ou sur une fournaise effrayante Babel que rêvait Piranèse. Parfois, l'éclair faisait sur la paroi livide luire des millions de faces tout à coup. Je voyais ce rien que nous appelons tout, les rois, les dieux, la gloire, la loi, les passages des générations à volo dans les âges. Et devant mon regard se prolongeaient sans fin les fléaux, les douleurs, l'ignorance, la faim, la superstition, la science, l'histoire, comme à perte de vue, une façade noire.